Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis Madame Olivero, d'Orine, Vous êtes née en quelle année? en 1928, Et à quel endroit? à Asti, en Italie. Et vous êtes arrivée dans la En vallée? France, en 1932. En France. Et puis dans la vallée de l'Ubaye, en quelle année? Ah ben, direct, au Mélésin, direct où j'ai vécu 40 ans avec mon mari. Je suis allée à l'école primaire à Mélésin. On avait encore l'école primaire à ce moment-là. Vous étiez combien? Oh, on était quand même encore au moins une quinzaine, 18 élèves. Rien qu'au Mélésin. Rien qu'au Mélésin, oui. Sur la commune, il y avait plusieurs écoles alors? Eh bien, il y en avait une à Saint-Paul, une à Pont-de-Strèche, une à Sereine. Oui, il y avait plusieurs écoles. Je sais qu'au certificat d'études, on était une douzaine de la commune de Saint-Paul. Il y en avait 2 au Mélésin, un à Saint-Paul, il y en avait 5 à Sereine, un à Tournours et un à Morin. Et alors la vie à cette époque-là, elle s'organisait comment? Vos parents, ils faisaient quoi par exemple? Ah ben, ils faisaient les paysans, ils faisaient de l'élevage, ils avaient des moutons, une vache, 2 pour avoir du lait et faire du fromage et du beurre pour la consommation familiale. C'était pas pour... Il n'y avait pas encore la coopérative laitière, il n'y avait pas de ramassage de lait à ce moment-là. Et donc vous étiez quasiment autonome alors pour la nourriture? Ah ben beaucoup, oui, beaucoup, oui. Oui, parce que on faisait le pain et des légumes, on en cultivait beaucoup. Fait qu'on essayait c'est vrai, de vivre avec ce qu'on peut produire. Et dans un milieu montagnard comme ça, qu'est-ce que vous faisiez comme légumes? Ah ben les pommes de terre, des choux, des carottes, des betteraves. Et après, ça se conservait. À l'intérieur. Et vous aviez des techniques de conservation? Comment vous faisiez? Oh non. On mettait à la cave, ça se conservait très bien. Même les carottes, on les mettait sur les pommes de terre et elles se conservaient très bien. Les betteraves aussi. D'accord, pas de bocaux alors? Vous faisiez pas de bocaux? Non, on ne faisait pas stériliser. On faisait stériliser de la viande de cochon qu'on tuait, les côtelettes, des machins. Là, oui, on en faisait un peu stériliser. On n'avait encore pas le congélateur, ce qui a rendu beaucoup de service, le congélateur. Hein. Donc à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas d'électricité en 1932. Ah non. Vous aviez l'eau quand même à la maison? Comment? Ah non, elle était devant la maison, l'eau, mais pas à l'intérieur. Disons que papa était tellement ingénieux. Comme il y avait le ruisseau, le Rio Mounal qui passait, il avait fait une espèce de lac et il avait une dynamo qu'il avait amenée et il avait fait, on faisait un peu, pendant la guerre, qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de pétrole, et bien il s'était monté une petite usine. Et donc il produisait de l'électricité qui vous servait à quoi alors? Ils appellent ça le courant continu. Et ça vous servait à l'éclairage? À s'éclairer déjà. Et il n'y avait pas d'autre utilité que l'éclairage pour l'électricité? Il n'y avait pas de machine qui fonctionnait avec ça? Eh bien, si, parce que alors, comme le grain, eh bien, il avait monté un petit moulin avec les pierres, les anciens moulins à sel. Alors, il l'avait taillé, je pense. Enfin, et puis alors, on passait un peu le grain dans ce moulin et ça marchait avec cette électricité-là. Alors, il avait comme une grande caisse, il y avait des tamis et il y avait la farine blanche qu'on faisait les pâtes. Et puis après, il y en avait qu'elle était plus... La farinette, on appelait. Et puis le son, ça tamisait. Enfin, papa se débrouillait beaucoup. Et votre mère, elle faisait quoi alors? C'était quoi les tâches quotidiennes? Elle s'aidait à l'étable, elle faisait tout, hein, maman. Elle s'occupait aussi des bêtes, des animaux. Vous aviez beaucoup d'animaux? Oh, pas de quantité, il y avait une vache ou 2, puis une trentaine de brebis. Travaillait la laine, elle filait, elle tricotait.
parce qu'on ne trouvait plus rien à acheter. Ça, c'était en 1932 ou c'était pendant la guerre? Oh, c'était pendant la guerre qu'on filait la laine. Pendant la guerre, ça a été vraiment difficile dans le... Ah ben on ne trouvait pas à s'habiller, il y avait les tickets, il y avait les cartes d'alimentation et les tickets pour l'habillement. Oh ben là, qu'est-ce qu'on a tricoté avec ma soeur et filé, ben moi aussi j'ai filé ma part de laine. C'est ça que j'allais au musée vivant faire démonstration pour filer. C'est un rouet que papa avait fait, que j'ai toujours d'ailleurs. Alors la laine, il fallait la laver, la carder, puis la peigner. Alors, et puis on faisait la quenouille. Alors là, il n'y avait plus de déchets dans cette laine. Ça faisait comme presque du coton, tellement c'était propre. Vous la teignez ou elle restait de la couleur naturelle? Eh bien, les deux. On en laissait le naturel, on en teignait des fois. Oui. Et là, vous aviez des teintures que vous preniez comment? Alors, c'était naturel, avec de la betterave? Comment vous faisiez? Non, on achetait la teinture. Donc vous l'achetiez, c'est-à-dire qu'il y avait c'était des gens qui passaient ou c'était... Non, dans les magasins à Barcelone, on trouvait de la teinture. D'accord, donc il y avait la possibilité de se fournir... Oui. Et vous avez beaucoup de frères et sœurs? Eh bien, j'avais un frère, Théo, vous l'avez peut-être connu, et deux sœurs. On était 4, 3 sœurs et un frère. Et mon frère est décédé, ça fait déjà quelques années. Et Théo, donc il était resté vivre au Mélézin, lui. Mais la ferme, vous voyez, c'était pas son fort. Non, les bêtes, tout ça. Lui, il était manuel et s'est débrouillé un peu sur tout, un peu comme papa. Mais les animaux, tout ça, non, ça l'intéressait pas beaucoup. Et l'hiver, il a travaillé longtemps à la station de Sainte-Anne. C'est lui qui s'en occupait de cette station. C'était un peu sa station, ça. Et vous avez des souvenirs de cette époque-là, de comment il faisait pour damer, tout ça, comment ça se passait? Oh non, moi, on ne risquait pas d'y aller, nous, à Sainte-Anne. On n'avait pas de véhicule. Ouais. Et lui, comment il faisait pour aller à Sainte-Anne? Lui, il avait une voiture. Et vous, votre activité dans votre vie, ça a été quoi alors? Elle a travaillé la terre, le paysan. Alors, on avait les vaches laitières. Il fallait traire les vaches, puis porter le lait à la route, à port de camion, que Locatelli ou Durand, ils faisaient une semaine chacun, venaient faire le ramassage. Alors, on portait les bidons au bord de la route. Et en même temps, vous me disiez que des fois, vous leur donniez aussi un peu du grain? Ah ben le grain, on semait. Vous semiez quoi comme... Le blé. Essentiellement, vous faisiez aussi du seigle un peu, non? Eh ben, après on avait abandonné, on faisait plutôt un peu de blé, parce qu'alors le blé, ça faisait pour faire les pâtes et tout, que le seigle, le pain, aujourd'hui, on aimerait bien avoir le pain de seigle, mais par exemple pour les pâtes, elles restent noires à la farine. Alors on faisait un peu du blé. Des fois, quand on avait un peu plus de blé, que la récolte était bonne, on mélangeait un peu de seigle, un peu de blé, et ça faisait de la farine un peu mélangée. Et la farine, vous la faisiez comment alors? Eh bien, au moulin, on allait au moulin à José. Il est allé pas mal de temps avec la charrette, faire moudre et remonter la mouture. Il attendait, il partait le matin bonne heure, et le meunier était prévenu, il le faisait passer en premier, et il faisait la mouture de la journée, il rentrait le soir. Après, quand il y a eu la coopérative et qu'il y avait le ramassage du lait, c'était souvent les laitiers qui nous faisaient le transport. Et ça rendait bien service. Donc c'était le moulin d'Abriès? Voilà, oui. Le moulin Martin. de Robert Martin. Voilà, Jules Martin. C'était Jules, donc le père de Robert. Voilà, oui. Et comment vous faisiez pour communiquer à l'époque quand vous vouliez faire passer un message, par exemple, au meunier? Il n'y avait qu'une cabine téléphonique à Mélézin.
Alors on allait à la cabine pour téléphoner, ou chez un particulier. C'était qui passait les messages? C'était par le facteur? Comment vous faisiez? Oh non, non. Enfin, oui, c'est celui qui avait le téléphone qui venait le dire. Gentiment, parce qu'après tout, j'étais pas obligée. Donc il y avait déjà des téléphones qui étaient... Il y en avait un à Changrandès. Et Jacques au Changrandès, ils avaient le téléphone, oui. La guerre, ça a changé beaucoup de choses entre avant et après la guerre? Eh bien, disons que oui, certaines choses, oui. Par exemple, les animaux. À la première évacuation, on a perdu beaucoup de bétail. C'était à quelle époque la première évacuation? En 44. C'est en 40 qu'on a perdu beaucoup d'animaux. 44, non, parce qu'on n'était pas allé bien loin en 44. On était partis, il y en a qui sont allés à Seigne-les-Alpes parce qu'ils avaient de la famille. Voilà, ceux qui avaient de la famille plus bas, ils sont allés dans leur famille. En 40, vous étiez parti plus Allés loin? à Lozère, à Chambon-le-Château, on était. Et alors, on est parti en pleine nuit. Et il fallait partir et laisser tous les animaux, tout. On avait tout laissé. Et oui, parce que vous n'aviez pas le choix, il fallait partir rapidement. Ah ben, ils avaient averti de partir. Il fallait partir. Le risque, c'était quoi? C'était des bombardements? C'était quoi? Eh ben, je sais pas, hein, ce qui aurait pu... L'armée italienne qui arrivait par là. Et en 44, au départ, on était allé à Vars, on n'était pas bien loin. Je sais qu'on avait laissé les cochons. Quelque temps après, alors, papa est venu chercher les cochons. Il avait passé marché sur la route. Et puis arrivé un peu plus haut, il y a un camion, parce qu'on avait les goumiers qui étaient au col, l'armée des goumiers qui était au col. Et ils descendaient, et ils avaient presque écrasé un cochon. Vous aviez un endroit où vous pouviez être accueilli à Vars, non? C'était, bon, on arrivait chez les gens, ils nous accueillaient. Ceux qui avaient encore des maisons libres, parce qu'ils avaient été obligés déjà, pour les goumiers, ils avaient tout réquisitionné. Parce que si on regarde bien, Vars, c'est pas bien loin. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas obligés de partir de leur maison de l'autre côté du col. Ah non, Vars, non, ils n'étaient pas obligés. Oui, ça c'est étrange que des endroits si proches. Les Allemands de Mirandol, là, eh ben, il y avait des canons, ils tiraient des boulets. Ouh là là, qu'est-ce que j'en ai. Une fois, on était dans le champ, papa, on avait moissonné, il y avait les gerbiers. Ils voulaient en faire une meule pour dire si on vient au printemps, ça se conserve. Et puis, d'un coup, on entend un bruit, il arrive, ils avaient tiré un canon, mon Dieu, quelle peur que j'avais eu, moi. J'ai dit, maintenant, ils vont tirer là. Et c'est là que ceux de Tournoux étaient partis, et on les voit passer sur la route. Et M. Guaran, le papa Guaran, il avait été blessé par un éclat d'obus. Oui. C'était les éclats d'obus ça faisait de ces trous, ces obus. Et vous êtes parti combien de temps la première fois? Eh bien, on est parti après, on nous a fait évacuer plus bas. On a passé tout l'hiver, qui d'un côté, qui de l'autre. Mais tout l'hiver, on a passé. Jusqu'à l'armistice, on est resté hors des maisons. Et là, vous avez retrouvé les maisons à peu près intactes ou il manquait des choses? Elles avaient été ouvertes et pillées, beaucoup de choses. Ça avait été pillé. Donc, par qui? Donc le rythme de la vie à cette époque-là, c'était le rythme paysan, c'est-à-dire c'était quoi là? Donc s'occuper des bêtes, s'occuper des cultures, du jardin, des légumes, du foin, ramasser en quantité le plus possible de fourrage. À cette époque-là, vous n'aviez pas du tout de tracteur, c'était tout à la main? À nous, oui, pas. Même les personnes avaient de tracteurs à ce moment-là. Tout ce qui nous avait avantagé un peu plus tard, c'était la moto faucheuse. Et encore par endroits quand c'était tellement pente.
C'était pas évident. Et oui, donc il y avait intérêt à être Autrement, nombreux. c'était la faux La faux. et le râteau, et puis on faisait ce qu'on appelait les trousses des bottes, comme tu sais, à dos de mulet, qu'on rentrait à dos de... Et oui, aujourd'hui, on pourrait appeler ça de la survie. Mais en Presque. fait, vous, c'était Oui, la vie de nous, tous les jours. oui, je trouve qu'on peinait. Mais quand je pense, ça me traumatise encore maintenant, ceux de Tournoux. Vous voyez où il y a Tournoux? Oui. Eh bien, ils passaient la route à pied jusqu'au col de Vars, venir faire du foin. Ah ouais. Eh oui, Parce qu'ils avaient des terres là-bas au ou... col, oui, à Crachet, allant de Crachet. Alors bon, il y en a, comme Goletto, il avait une cabane. Alors avec la charrette, il montait de la paille et le monsieur Goletto, papa, il couchait dans la cabane. Mais Jean Goletto, quand ils avaient fait le chargement à la charrette, ben, par la route, ils allaient à Tournoux. Mais je me rappelle, il y avait Caffarel, au Dufray. Eh bien, il venait à pied, il passait le matin, comme la route, elle passe à côté, au mall, qu'on parlait à peine, elle passe à côté de la maison. On les voyait monter, et puis on les voyait redescendre. Eh bien, vous vous rendez compte, quand vous avez de Tournoux monter là-haut à cracher, et puis pas pour aller s'asseoir, il fallait pour travailler. Eh bien, vous savez, on se demande, c'était vraiment des surhommes. Hein. Et ils passaient par la route au fond de la vallée, comme on connaît aujourd'hui, ou ils passaient par le fort de Valonclos? Ah ben non, il y a la route, c'est ce qu'ils appelaient la route de Napoléon. C'est une route qui part de Tournoux et qui va, elle passe justement au Mélézin et elle montait le col, cette route. Mais pas carrossable, hein, c'est à dos de mulet ou voilà. Mais ce foin, il le gagnait. Et après la guerre, ça a changé quoi dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des grosses évolutions dans votre vie quotidienne? Ah ben c'est après la guerre qu'il y a eu le ramassage, la coopérative laitière, et qu'il y avait le ramassage du lait. Autrement, avant, les gens, ils avaient une vache pour eux, ils faisaient le fromage et le beurre pour leur consommation. Mhm. Mais c'était pas pour vendre du lait ou quoi que ce soit. La coopérative, elle servait à quoi alors? C'était pour faire le ramassage donc du lait Oui. et elle produisait après des fromages? Comment ça se passait? Eh bien, la coopérative faisait la tome de Lubaï, je ne sais pas si ils en font plus, mais non, peut-être, je ne sais pas. Faisait la tome de Lubaï, oui. Donc elle était à Barcelonnette, la coopérative. Oui, mais oui, elle était à Barcelonnette, oui. Il y avait un peu des cochons aussi? À nous, oui, on achetait 2 petits cochons qu'on faisait grossir. Et puis alors, on vendait un jambon, ça nous aidait à payer la farine qu'on achetait à Jules Martin. On achetait de la farine pour les animaux. On a même de la farine d'orge pour donner aux vaches. Et c'est à quelle époque que vous avez quitté le Mélézin? Je suis venue à Saint-Paul depuis le décès de mon mari. Parce que là, le chalet, comme mon fils il avait construit sa maison, c'est lui qui l'a construit, de cette maison. Hein. Et bien alors on a acheté ce petit chalet à côté. Et voilà, depuis. Vous avez eu combien d'enfants? Un seul. Comme le coucou. Heureusement que je l'ai. Hein. C'est mon ange gardien. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a... Il m'a sauvé la vie, hein, c'est le cas de dire. Hein. Parce que lui, c'est au décès de votre mari que vous êtes venu à Saint-Paul? Oui, C'était en quelle année ça? en 89. Ça fait un moment, hein. Ça fait plus de 30 ans que je suis là. Qu'est-ce qu'il faisait votre mari? Le paysan. Aussi. Eh oui. Lui, c'était ses vaches, hein, plus tard. Ça, il s'en occupait, ça. Lui, alors, c'était le paysan. Hein. C'était pas le manuel, lui, c'était le paysan. Et comment ça se passait l'entraide avec les autres personnes? Par exemple, pour faire le pain, comment vous faisiez?
Il y avait un four banal? Il y a un four, comment on appelle ça, le four banal, il appartenait à tous. Mais il fallait beaucoup de bois pour le chauffer. Et le bois, c'était pas facile non plus. Hein. Parce que le bois, c'était chacun faisait son bois ou il y avait c'était une tâche qui était faite par non, plusieurs? chacun faisait son bois. On avait des coupes à fougères, et puis des fois on en coupait sur la propriété. Enfin, il fallait faire le bois pour l'hiver. Hein. Il en fallait du bois, des bûches et des bûches. Et le four, vous le mettiez en route combien de fois? Oh, le pain, oui, une fois par mois. Et dans le temps, alors, ils le faisaient sécher. Ils faisaient 2 fournées, comme le four était chaud. Ils avaient moyen à chauffer le four. Et puis après, ce pain, une partie, ils le faisaient sécher. Après, alors, ils le cassaient et ça faisait comme de la farine. Et ça faisait très bien pour mettre dans le café au lait, la soupe. Et ça allongeait un peu le pain. Ça faisait comme de la chapelure? Oui. Oh, c'était bon. Une fois par mois, il avait le temps de durcir le pain. Puis on n'était pas difficile. Hein. J'étais déjà bien content d'en avoir. Pendant la guerre, ça manquait le pain. C'était ça qui manquait le plus? Ah, pendant la guerre, oui, il manquait le pain. C'est ça qu'on faisait de la polente, on faisait... Enfin, c'était pas le pain. Mais il y avait les Allemands encore à ce moment-là. Même les cochons. À un moment donné, celui qui en avait 2, il fallait qu'il en donne un au réquisitionnement pour les Allemands. Alors je sais que papa, il avait dit, bon, mais c'est facile. Il avait tué avant un, comme ça, il en restait qu'un. Autrement, on avait quand même des œufs, de la viande, enfin, faim, non, on ne peut pas dire qu'on avait faim, mais il y a des choses qui manquaient, hein, c'est sûr. Enfin bon, il y en a de plus malheureux que nous. Hein. Dans les villes ou au même endroit? Oh non, nous, on était tous à peu près, tout le monde avait des cochons, au moins un, quoi, pour eux. Et à cette époque-là, pendant la guerre, il y avait encore l'école, ça fonctionnait ou... Ah oui, l'école, elle y était encore. Donc en fait, le changement le plus important qu'il y avait pendant la guerre, c'était quoi? C'était les restrictions? C'est parce que les Allemands prenaient une partie? Ah ben oui, oui. Ils appelaient ça le ravitaillement. Il fallait en donner une partie, même des œufs, il fallait en donner une partie au ravitaillement. Parce qu'ils étaient capables de venir contrôler. Donc en fait, il y avait vraiment une peur qui était entretenue par les Allemands. Ils ne contrôlaient pas forcément tout le temps, mais ils pouvaient contrôler. Vous descendiez pas souvent à Barcelonnette? Non, ben non. C'était vraiment pour prendre des choses que vous n'aviez pas au niveau local? Oui. Et qu'on pouvait nous donner, qu'on trouvait, parce que même si on en manquait, c'est pas dit qu'on ne le trouvait pas. Hein. Et le commerce, comment il se faisait? Parce qu'il fallait avoir de l'argent pour acheter des choses. Et vous, comme vous étiez quasiment autonome, qu'est-ce que c'était vos revenus? Vous vendiez une partie de ce que vous produisiez? Comment vous faisiez? Ben oui, il y en a qui autant ils cherchaient des œufs, ou un peu de lait, ou un bout de beurre, qui en matière grasse, comme l'huile, c'est pareil, ça n'en trouvait pas. Et les revenus, ils provenaient de quoi alors? Après, c'était le lait, nous. Ah, vous vendiez du lait? Ah, voilà, la coopérative. Nous, c'était ça, notre revenu. Et, des veaux, un veau ou deux, enfin, selon. Même le café, pour avoir un peu de... On avait le café, mais dans le café, il y avait de l'orge et quelques graines de café perdues. Voilà. Alors, on le triait parce que maman aimait beaucoup le café. Alors, elle aimait mieux en avoir un jour, faire du bon café, et puis après, tant pis. Mais sinon, c'était de l'orge qu'il y avait comme café.
Il y avait des cordonniers, comment ça se passait? Et, Il y avait des cordonniers à cette époque-là, comment ça se passait? Vous faisiez réparer ou... eh bien, réparer quoi? Il fallait déjà en avoir pour faire réparer. Je sais que papa, une fois, il était allé en Italie, là-bas derrière, pour chercher du cuir. Et il avait fait pour faire des chaussures. Et puis, la vieille chaussure, il avait fait des bois de galoches, et on mettait les galoches. Enfin, c'était mieux que les pieds nus, mais... Oui, donc les chaussures, c'était des chaussures Parce que vous n'avez pas connu les chaussures qu'ils vendaient. C'était, la semelle, c'était du bois, tout coupé un peu. Et puis autant on en perdait les morceaux en marchant de la semelle. Ça, c'était les chaussures qui vendaient? Hein? C'est les chaussures qui se vendaient, ça? Voilà, oui. Et donc, il valait mieux en fabriquer, elles étaient souvent Eh ben plus oui, solides. on ne trouvait pas du cuir ni rien pour les fabriquer. Parce qu'il y avait un cordonnier à Saint-Paul. Papa, il est allé demander les formes. La forme, ça donne la forme un peu du pied. Mais dans le temps, les chaussures, elles étaient longues et pointues. Alors, il a ajouté du cuir pour l'élargir. Mais s'il avait trouvé du cuir à volonté, il aurait fait les chaussures, papa, mais on n'en trouvait pas. Oh oui, on se plaint maintenant, hein, mais... Ah, on a vraiment beaucoup de confort par rapport à cette époque-là. Puis, comme vous dites, avec l'argent, vous achetez ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Que là, même besoin, eh ben... Enfin, cette vie de paysan, c'était dur, mais c'était beau. Moi, je ne me plaignais pas. Je vais vous dire, quand on s'entend bien avec le mari, ben, le soir, on arrivait. Bon, ben, j'ai demandé, ben, demain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je préparais, selon ce qu'il me disait, je sortais une côtelette ou quoi. Alors, ces côtelettes que je sortais du congélateur, quand elles étaient dégelées, quand j'arrivais à midi, je la coupais au milieu ou plus, et je la passais à la poêle, c'était vite cuit. Et le dîner était vite fait. Mais c'est vrai que c'était une vie dure, mais c'est beau. Moi, ça... C'est quoi que vous avez vu vraiment changer au fil de votre vie? Parce que à cette époque-là, c'est paradoxal, on dit que la vie était dure, mais que c'était beau. Alors qu'aujourd'hui, la vie est moins dure. Disons qu'aujourd'hui, je suis seule, j'ai plus mon mari. Moi, je donnerais je sais pas quoi à avoir mon mari là. Bon, mais il n'est plus. Je suis pas la seule. Hein. Je vois que ma soeur, elle a perdu, ça fait combien? 1 mois et demi. Mais avant, bon, mais j'ai eu l'opération des 2 hanches. Hein, mais au début, ben, c'est là depuis 2 ans, 3 ans, j'ai fait un AVC. C'est là que ça m'a coupé. Hein. Autrement, je montais au Prat, j'allais au Mélézin à pied, sans canne. Ah oui, les prothèses, ça m'avait amélioré. Hein. Bon, vous regrettez pas votre vie? Ben non. Si vous aviez... On a travaillé dur, on aurait pu le prendre un peu plus à la douce et en profiter plus. En profiter, c'est-à-dire? Eh bien, on ne peut pas tant travailler. Vous auriez fait quoi alors si vous aviez moins travaillé? Eh bien, je sais pas moi, sortir un peu plus. Vous auriez aimé voyager? Oh, ben voyager. Disons que mon mari diabétique, il ne pouvait pas partir tout seul. Alors, comment faire quand on a les vaches qu'on trayait à la main? Personne ne venait nous remplacer. Hein. Eh, c'était contraignant cette vie quand même. Ah oui, ça c'est vrai. Les vaches, c'était contraignant plus que les moutons. Parce que les moutons, quand ils sont en montagne, ben, vous pouvez souffler. Que là, les vaches, matin et soir, il y avait la traite. Les moutons, à cette époque-là, il y avait des problèmes avec le loup ou pas? Non. 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 Il n'y avait pas de problème de loup. Parce Encore, que moi, je ne voulais pas le croire qu'il y avait le loup. Et puis, il y a combien? 3-4 ans, mon fils, il a photographié le loup.
dans le ballon de cracher. Mais j'ai dit, tu n'as pas eu peur? Il m'a dit, c'est lui qui a eu peur. Il s'est trouvé derrière une pierre, mon fils, il l'a vu arriver et il a pu le photographier. Et à votre époque, donc, les moutons, non, il n'y avait pas de loup. Il n'y avait pas de loup. Oh non, non. Parce que les histoires qu'on raconte, c'est de la mythologie ou c'est... Oh, mais c'est bien avant que dans le temps, oui. Il paraît que quand il partait veiller, il partait avec une lampe, une clarté, ça faisait peur au loup. Mais non. Non, 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 nous on n'a jamais eu peur du loup. Vous en aviez jamais vu? Non. En photo, j'ai vu, c'est tout. Et donc vous disiez que si vous aviez su, vous auriez un peu moins travaillé dur? Eh bien oui, on n'a pas, disons, pas profité de la vie. On a profité du travail, ça oui. Bon, ben merci pour ce partage Ma foi, moi. de votre vie, d'une partie de votre vie.